Au commissariat de la gendarmerie nationale de Sarlat-la-Canéda, l'atmosphère de cette fin d'après-midi semblait ordinaire. Le soleil déclinait doucement sur les toits de lauze de la cité médiévale, projetant des ombres longues et dorées. Quelques gendarmes étaient assis derrière leurs bureaux, absorbés par des piles de dossiers. Le tic-tac lent de l'horloge murale soulignait la quiétude de la pièce. L'air frais du Périgord noir, chargé des senteurs de la forêt et de la terre humide, s'infiltrait par une fenêtre entr'ouverte. Cependant, cette tranquillité fut soudainement brisée lorsque la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Un couple de personnes âgées entra, le visage empreint d'une panique palpable. Le mari, Marcel Laurent, un homme mince mais encore robuste, semblait à bout de souffle. Ses mains tremblaient, comme s'il cherchait un appui pour ne pas s'effondrer. À ses côtés, sa femme, Élise, pleurait à chaudes larmes, son corps secoué de sanglots. Sa démarche était chancelante, comme si elle pouvait s'écrouler à tout instant. L'adjudant de service se leva aussitôt pour les accueillir avec une sollicitude respectueuse, les invitant à s'asseoir. Au même moment, un officier en uniforme impeccable traversait le couloir. C'était le capitaine Julien Dubois, enquêteur principal à la section de recherche. Il revenait tout juste d'une réunion au parquet de Périgueux. Son regard était perçant, habitué à déceler les moindres indices dans le comportement des gens. Un seul coup d'œil au visage dévasté du couple suffit à l'alerter. Ce n'était pas une simple déclaration de perte. Il s'avança rapidement, ouvrit la porte d'une petite salle d'interrogatoire et dit d'un ton ferme mais apaisant « Asseyez-vous, je vous en prie. Prenez une grande inspiration et racontez-moi depuis le début ce qui s'est passé. » Ces mots, au lieu de la calmer, firent éclater les larmes d'Élise avec plus de violence. Elle cacha son visage dans son foulard usé, ses épaules tremblant convulsivement. Ses sanglots remplissaient la petite pièce, rendant l'atmosphère oppressante. Marcel, bien qu'il s'efforçât de rester maître de lui, ne put dissimuler son angoisse. D'une voix brisée par l'émotion, il articula « Capitaine, je vous en supplie. Sauvez notre petit-fils. Léo Martin. Cela fait 3 jours qu'il a disparu. Nous sommes convaincus que sa belle-mère, Isabelle Fournier, lui a fait du mal. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Cette phrase tomba comme un coup de foudre dans un ciel serein. Le regard de Dubois s'intensifia. Il avait souvent traité des cas d'adolescents disparus. La plupart n'étaient que des fugues pour des raisons futiles. Mais cette fois, c'était différent. Le ton de Marcel était chargé d'une douleur et d'une certitude qui glaçaient le sang. L'incapacité d'Élise à faire autre chose que pleurer ajoutait un poids terrible à cette accusation. Dubois fit un signe discret à un jeune gendarme pour qu'il prenne des notes. Puis, il fixa Marcel droit dans les yeux. « Racontez-moi précisément. Depuis quand Léo a-t-il disparu ? Et pourquoi êtes-vous si certain que sa belle-mère est impliquée ?» Marcel prit une longue inspiration, puis commença son récit. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, se mêlant à une voix basse empreinte de colère contenue. Il y a 3 jours, Léo n'est pas allé au lycée. Sa professeure principale, Madame Leclerc, a été la première à nous prévenir. Quand nous avons essayé de l'appeler, son portable était éteint. Et lorsque nous avons téléphoné à Isabelle, sa réponse nous a glacé le cœur. Elle a dit que Léo boudait parce qu'elle refusait de lui acheter un nouveau téléphone, et qu'il avait fugué. C'est impossible. Nous qui l'avons élevé depuis sa plus tendre enfance, nous connaissons son caractère. Léo n'est pas comme ça. Il est poli, studieux, respectueux. La voix de Marcel monta d'un cran. Ses poings se serrèrent sur la table. Dubois écoutait avec une concentration absolue. Chaque mot renforçait son intuition qu'il ne s'agissait pas d'une simple fugue d'adolescent. Quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière le sourire affable d'Isabelle Fournier, cette femme qui contrôlait désormais tout l'héritage de son défunt mari, Henri Blanchard. Dehors, une pluie de rue commença soudainement à tomber, son crépitement sur le toit en zinc créant une toile de fond sonore mélancolique. C'était comme si la nature elle-même cherchait à laver une souillure invisible, alors que sur terre, un péché terrible était peut-être dissimulé sous l'éclat de l'argent et du pouvoir. Dubois regarda les 2 visages vieillis en face de lui. Les rides qui les sillonnaient n'étaient pas seulement les marques du temps, mais aussi celles d'une blessure profonde. Il inspira lentement et déclara d'une voix pleine d'assurance « Bien, monsieur, madame. Nous allons donner suite à votre signalement. Je vous promets que nous retrouverons Léo et que nous ferons toute la lumière sur cette affaire. » Ces mots firent sangloter Marcel à son tour, tandis qu'Élise serrait la main de son mari. Il savait qu'à partir de cet instant, la disparition de leur petit-fils n'était plus une simple affaire de famille. C'était devenu une enquête criminelle qui pourrait bien secouer la quiétude de la Dordogne.
La pluie battait violemment les pavés de Sarlat cette nuit-là. Le bruit des gouttes s'écrasant sur le toit se mêlait à l'odeur de la terre mouillée qui pénétrait jusque dans la salle d'interrogatoire. La lumière blafarde d'un néon projetait des ombres longues sur les murs. C'est là que le capitaine Dubois était assis, face au couple Laurent. Les larmes d'Élise coulaient toujours. Marcel luttait pour garder son calme, sa voix tremblante mais ferme lorsqu'il répéta que Léo n'était pas un adolescent impulsif. Ce garçon n'aurait jamais fugué pour un simple téléphone. Il est travailleur, respectueux, il adore ses grands-parents. Il y a quelque chose de plus sinistre derrière tout ça. Dubois écoutait attentivement. Il avait traité des dizaines de disparitions. La plupart se terminaient par des retrouvailles chez un ami ou dans un centre commercial. Mais cette fois, le ton du vieux couple le touchait profondément. Leurs accusations ne semblaient pas fondées sur de simples suppositions. Il demanda alors qui vivait avec Léo. Marcel répondit à voix basse, seulement lui et sa belle-mère, Isabelle Fournier. Depuis que son père, Henri, est décédé l'année dernière, cette grande maison est devenue comme une prison pour notre petit-fils. Le nom d'Isabelle Fournier revenait, encore et encore. Dubois le souligna d'un trait épais dans son carnet. L'histoire de la famille Blanchard était assez connue dans la région de Marquet. Henri avait été un éleveur de canards prospères. Après la mort de sa première femme, il s'était remarié avec Isabelle, une femme réputée pour sa beauté autant que pour son ambition. Peu de temps après le mariage, la santé d'Henri s'était dégradée subitement, jusqu'à son décès inattendu. Depuis, Isabelle était devenue la gérante légale de toute la fortune familiale, tandis que Léo n'était qu'un héritier sur le papier. Ce schéma n'était pas étranger à Dubois. Il avait déjà lu des dossiers similaires. Lorsqu'un héritage conséquent est en jeu, les conflits familiaux peuvent vite tourner à la tragédie. Mais en tant qu'enquêteur, il savait qu'il ne pouvait se fier à son seul instinct. Il lui fallait des preuves tangibles. Il se tourna vers Élise, toujours en larmes, et lui dit doucement, « Madame, calmez-vous. Nous allons mener une enquête approfondie. Aidez-nous en nous donnant toutes les informations, même les plus insignifiantes. Parfois, un détail anodin est la clé de tout. » Élise hocha lentement la tête. Elle se souvint que ces derniers mois, Léo se plaignait souvent de l'attitude de sa belle-mère. Isabelle ne le frappait jamais, ne criait jamais, mais elle limitait constamment sa liberté. Son argent de poche était contrôlé, chaque sortie devait être justifiée. Elle s'était même opposée fermement à son projet de partir étudier à l'étranger. Il ne se sentait plus chez lui, comme un étranger dans sa propre maison, murmura Élise. Ces informations renforcèrent la conviction de Dubois qu'une tension sérieuse existait au sein de la famille. Il élabora une stratégie mentale. Premièrement, recueillir des informations sur Léo auprès de son lycée et de ses amis. Deuxièmement, surveiller discrètement Isabelle, dont le calme excessif était suspect. Troisièmement, sécuriser toutes les données numériques de Léo pour retracer ses derniers faits et gestes. La nuit s'avançait, mais pour Dubois, l'affaire ne faisait que commencer. Il savait que le chemin vers la vérité serait long et tortueux. Le lendemain matin, le ciel de Sarlat était encore gris. La pluie de la veille avait laissé les routes détrempées et l'air chargé d'humidité. La voiture de la gendarmerie glissait doucement à travers les rues de la ville en direction du lycée La Boétie, où Léo Martin était scolarisé. Sur le siège passager, le capitaine Dubois relisait ses notes. 16 ans, disparu depuis 3 jours. Unique héritier de la fortune de feu Henri Blanchard. Quelques membres de son équipe étaient assis à l'arrière, le visage grave. Avant d'arriver, Dubois donna de brèves instructions, « Nous allons simplement mener des entretiens. Pas de mandat de perquisition pour le moment. Observez les attitudes, notez chaque détail. Ne vous fiez pas aux apparences. » Tous hochèrent la tête. En arrivant au lycée, l'ambiance était bruyante. Les élèves qui plaisantaient dans la cour contrastaient avec la chaise vide dans la classe de première S. La chaise de Léo. Depuis 3 jours, personne ne l'occupait. Le proviseur les accueillit avec un air inquiet et les conduisit à la salle des professeurs. « Léo est un bon garçon, » dit-il à voix basse. « De bonnes notes, poli, jamais de problème. Nous avons du mal à croire qu'il ait pu fuguer. » Dubois acquiesça et demanda à rencontrer sa professeure principale, Madame Leclerc. L'enseignante, une femme d'une 40aine d'années, entra, le visage assombri. Elle était connue pour être proche de Léo. D'un ton triste, elle raconta que depuis la mort de son père, Léo était devenu plus réservé. Mais ces 2 derniers mois, il semblait avoir retrouvé son entrain. Il parlait souvent de ses études supérieures, de son avenir. « À mon avis, il est impossible qu'il soit parti comme ça.
Cette réponse conforta Dubois dans ses doutes. Il demanda ensuite à parler aux amis les plus proches de Léo. Plusieurs élèves furent convoqués au bureau du conseiller d'orientation pour un entretien plus confidentiel. Le premier à entrer fut Hugo Renaud, son voisin de table et meilleur ami. Il était pâle, mais s'efforçait de rester calme. « Capitaine, je ne crois pas une seconde que Léo ait fugué », déclara-t-il fermement. C'est vrai qu'il en avait souvent marre de sa belle-mère, Isabelle, mais il avait de grands rêves. Il m'a dit un jour, « Attends que j'ai 18 ans, et je pourrai enfin décider de ma propre vie. » Dubois l'interrogea. « Vous avez parlé la veille de sa disparition ? » « Oui, cet après-midi-là, » répondit Hugo. Il venait de se disputer avec Isabelle à propos de ses projets d'études. Il était très déçu, mais il a quand même réussi à plaisanter avec moi. C'est impossible que le lendemain, il disparaisse sans laisser de traces. Ce témoignage renforçait l'idée que Léo n'était pas parti de son plein gré. Dubois nota méticuleusement, puis demanda « S'il était parti, qu'aurait-il emporté à coup sûr ?»« Son ordinateur portable et sa collection de mangas », répondit Hugo sans hésiter. Il les emmenait partout. Mais j'ai entendu dire que tout est encore dans sa chambre. C'est pour ça que je suis sûr qu'il n'est pas parti tout seul. Cette simple déclaration avait plus de poids que 1000 preuves. Après Hugo, d'autres amis furent entendus. La plupart donnèrent des réponses similaires. Léo était un garçon gentil, aimant ses grands-parents, avec des projets clairs. Personne ne croyait qu'il ait pu tout abandonner. Mais lorsque ce fut le tour d'une élève nommée Chloé, la cousine de Léo, l'atmosphère changea. Chloé semblait hésitante. Elle baissa la tête longuement avant de sortir un petit objet de sa poche. Une clé USB. « Capitaine, ça appartient à Léo. Il me l'a confiée il y a une semaine. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais la garder en sécurité. » Un silence s'installa. Dubois prit la clé USB, le cœur serré. Il savait qu'un adolescent de cet âge ne laissait pas un tel objet en dépôt, sauf s'il se sentait en danger. Chloé continua d'une voix faible. « La nuit avant sa disparition, Léo m'a envoyé un SMS. Il disait « Ne t'inquiète pas s'il se passe quelque chose d'étrange à la maison. S'il te plaît, veille sur papy et mamie. » Ces mots frappèrent Dubois en plein cœur. Un jeune de 16 ans, qui sentait le besoin de protéger ses grands-parents de quelque chose qui le menaçait dans sa propre maison. Après les entretiens, Dubois sortit, s'arrêtant un instant devant la chaise vide de Léo. Ce silence au milieu des rires des autres élèves lui pesa sur le cœur. Sur le chemin du retour, il regardait les champs verdoyants de la campagne périgourdine. Mais son esprit était fixé sur une seule chose, Léo n'avait jamais eu l'intention de fuguer. Son dernier message prouvait qu'il percevait une menace réelle. Cet après-midi-là, au poste de commandement temporaire de la gendarmerie, une équipe de cybercriminalité fut appelée en renfort. Un jeune de son âge vit avec son téléphone et les réseaux sociaux. S'il avait vraiment fugué, il y aurait des traces, dit Dubois. S'il n'y en a pas, c'est que ces traces ont été effacées de force. Quelques heures plus tard, les premiers résultats tombèrent. D'après les données de l'opérateur, le dernier appel de Léo avait été enregistré à 21h, un court appel à Hugo. Après cela, plus aucune activité. Le dernier signal de son téléphone avait été détecté à 22h par une antenne relais près de son domicile. Ensuite, le téléphone s'était éteint. La pièce redevint silencieuse. Ce fait signifiait que Léo avait disparu aux alentours de sa propre maison. « Capitaine, il y a une note courte dans son application Mémo, sauvegardée automatiquement sur le cloud », rapporta un des techniciens. La phrase était brève, mais elle fit taire tout le monde. « Je me sens piégé. S'il m'arrive quelque chose, cherchez la réponse dans cette maison. » Dubois baissa la tête un long moment. Ces simples mots résonnaient comme le dernier cri d'un enfant. Il serra le poing. « Léo, nous avons entendu ton message. Nous allons retourner dans cette maison, et cette fois, nous ne reviendrons pas les mains vides. » L'après-midi suivant, le ciel de Sarlat était toujours couvert. Une bruine tombait depuis midi, laissant des flaques sur la route de campagne qui menait vers le domaine des Blanchards. La voiture de la gendarmerie avançait lentement, passant devant des champs détrempés et des maisons en pierre. Au loin, une bâtisse imposante se dressait au sommet d'une colline, le manoir de la famille Blanchard. Ses murs blancs contrastaient avec le toit d'ardoise sombre. Une haute clôture entourait un vaste terrain et un jardin fleuri impeccablement entretenu. Derrière la maison, on entendait le caquettement étouffé des canards provenant des grands enclos de l'élevage. La voiture venait à peine de s'arrêter dans la cour lorsqu'une femme apparut sur le perron. C'était Isabelle Fournier. Une robe bleu marine épousait parfaitement ses formes.
Son maquillage était discret, ses cheveux coiffés avec soin. Un sourire aimable était dessiné sur ses lèvres. Un sourire trop parfait pour une mère dont le beau-fils avait disparu depuis 3 jours. « Bonjour, messieurs les gendarmes », salua Isabelle d'une voix douce. « Entrez, je vous en prie. Je sais que les parents de mon défunt mari doivent être inquiets. Mais croyez-moi, Léo est juste en colère. Il reviendra. » Dubois répondit par un bref hochement de tête. Il sentait qu'il y avait quelque chose de faux derrière cette amabilité. Un sourire qui ressemblait plus à une performance qu'à une expression sincère. Le salon était luxueux. Canapé en cuir, grand tableau au mur, bouquet de fleurs fraîches dans chaque coin. Pourtant, l'atmosphère était froide, comme celle d'une salle d'exposition, pas d'un foyer familial. Dubois s'assit juste en face d'Isabelle. D'une voix calme, il engagea la conversation. « Madame Fournier, nous avons été informés que Léo ne s'est pas présenté au lycée depuis 3 jours. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez ?» Isabelle soupira longuement, affichant un air préoccupé. « Nous avons eu un différend. Il voulait quelque chose que je jugeais inutile, puis il s'est fâché et il est parti avec un sac. J'ai pensé qu'il dormait chez un ami, vous savez ce que c'est, l'adolescence. » Dubois la fixa intensément et demanda ce qu'il avait emporté. Isabelle fit signe à une employée de maison qui apporta un sac à dos noir. Voilà ce qu'il avait préparé. Il y a des vêtements et des affaires de toilette. C'est pour ça que je suis sûre qu'il est parti volontairement. Dubois ouvrit le sac. Il y avait bien quelques vêtements pliés et une trousse de toilette, mais son esprit fut immédiatement alerté. L'ordinateur portable de Léo n'y était pas. Sa collection de mangas préférée non plus. Les objets les plus précieux pour un adolescent avaient été laissés derrière. « Avez-vous essayé de contacter ses amis ?» demanda Dubois. Isabelle esquissa un sourire gêné. « Je ne sais pas vraiment qui sont ses amis. » Léo ne se confiait pas beaucoup. Il était difficile d'imaginer qu'une mère, même une belle-mère, ignore tout de l'environnement social d'un adolescent vivant sous son toit. Cette ignorance totale trahissait une distance bien trop grande. Pendant que la conversation se poursuivait, 2 membres de l'équipe demandèrent la permission de voir la chambre de Léo. La pièce était en ordre, le lit fait, le bureau couvert de livres. L'ordinateur portable était toujours sur le bureau, son chargeur branché. Les mangas japonais étaient soigneusement alignés sur une étagère. Sur une petite table, une photo de Léo avec sa mère décédée. Un gendarme murmura à l'oreille de Dubois, s'il avait fugué, il aurait pris son ordinateur et ses affaires préférées. Tout est encore là. Dubois acquiesça légèrement. Ces petits détails confirmaient que l'histoire d'Isabelle ne collait pas avec la réalité. Après près d'1 heure, Dubois mit fin à l'entretien. Il se leva, regardant Isabelle avec une expression neutre. « Merci, madame. Nous allons continuer nos recherches. Pour l'instant, veuillez rester à disposition afin que nous puissions vous contacter facilement. » Isabelle sourit, comme si elle était soulagée. « Bien sûr, capitaine. Je ne vais nulle part. J'espère que Léo reviendra vite. » Mais alors que Dubois et son équipe sortaient, il sentit le regard d'Isabelle les suivre. Il y avait quelque chose dans ce regard. Pas l'inquiétude d'une mère, mais la conviction rusée de quelqu'un qui a préparé une réponse à chaque question. Dans la cour, Dubois s'arrêta un instant. Son équipe attendait ses instructions. D'une voix basse, il ordonna, à partir de ce soir, mettez en place une surveillance. Discrètement, autour de la propriété. 2 hommes en relais, 24 heures sur 24. Je ne veux rater aucun mouvement. Un des gendarmes demanda, hésitant, « Capitaine, cette femme a l'air si calme. Est-il possible qu'elle soit vraiment convaincue que Léo est juste parti pour un temps ?» Dubois regarda le grand manoir sur la colline. De loin, le bâtiment blanc paraissait élégant, mais froid. « Aucun parent ne peut être aussi calme quand son enfant a disparu depuis 3 jours, dit-il doucement. Un tel calme n'est pas un signe de résignation, mais le signe qu'on cache quelque chose. La voiture de la gendarmerie redescendit la route de gravier. Dans le rétroviseur, Dubois aperçut Isabelle, toujours debout sur le perron, agitant la main avec un léger sourire. Un sourire collé à son visage, comme si elle était certaine que son plan se déroulait sans accroc. Dubois soupira. Il était conscient que la partie venait de commencer. Son adversaire n'était pas une personne ordinaire, mais une femme qui dissimulait un lourd secret derrière des manières affables. La nuit enveloppa de nouveau la campagne. De loin, le grand manoir des Blanchards se dressait fièrement au sommet de la colline, faiblement éclairé par les lumières du jardin. La première nuit de surveillance fut silencieuse. 2 agents, déguisés en jeunes du coin traînant au bord de la route,
était assis sur une vieille moto non loin du portail. De là, il pouvait observer tous les allées et venues. Leur premier rapport fut simple. Isabelle suivait une routine normale. Le matin, elle allait au marché, à midi elle recevait des fournisseurs d'aliments pour les canards, l'après-midi elle arrosait les fleurs. Le soir, les lumières de la maison s'éteignaient à 22 heures précises. Aucun signe de panique, aucune tentative de recherche. Tout était trop plat. En lisant le rapport le lendemain, Dubois fronça les sourcils. Si Léo avait vraiment fugué, une mère serait en train de chercher frénétiquement, de téléphoner partout, de visiter les maisons de ses amis. Elle ne serait pas aussi calme. Un calme pareil est dangereux, murmura-t-il. Le jour suivant, Dubois décida de se rendre sur place lui-même. Vêtu d'une veste usée et d'une casquette, il longea le sentier qui bordait la propriété. Caché derrière des bananiers, il put observer Isabelle dans la cour de la ferme, donnant des instructions aux ouvriers. Ses gestes étaient assurés, son visage serein. Elle ressemblait plus à une femme d'affaires occupée qu'à une mère qui a perdu son fils. L'intuition de Dubois se renforça. Quelqu'un qui cache un grand secret paraît souvent trop calme. Il fit le tour par l'arrière de l'exploitation. Les enclos des canards s'alignaient sur une longue distance, une odeur âcre de fiente piquant le nez. Ses pas s'arrêtèrent lorsqu'il aperçut un petit bâtiment au fond du terrain. Un hangar en parpaing avec une porte en fer, qui semblait plus solide que les enclos environnants. Par une petite ventilation, une odeur forte, semblable à un produit chimique, s'échappait. Dubois s'approcha et salua un vieil ouvrier qui puisait de l'eau. « Bonjour. C'est un hangar pourquoi, ça ?» L'homme se tourna rapidement et répondit à voix basse, « C'est là qu'est le broyeur d'aliments. Normalement, on s'en sert le jour. La nuit, c'est toujours fermé à clé. Mais depuis quelque temps, il y a une drôle d'odeur qui en sort. » Cette brève réponse fit battre le cœur de Dubois. Il remercia l'ouvrier et partit rapidement pour ne pas éveiller les soupçons. Mais dans son esprit, il avait marqué ce hangar comme le point le plus suspect. Le soir même, au poste de commandement, Dubois dessina un petit plan sur un tableau blanc. Il écrivit en gros « hangar arrière ». C'est probablement là que se cache le secret d'Isabelle. Nous n'avons pas encore de motif légal pour une perquisition, alors soyons patients. Mais à partir de cette nuit, concentrez la surveillance sur ce hangar. Les jours suivants, la surveillance s'intensifia. Les rapports qui arrivaient firent froncer les sourcils de Dubois. Presque chaque nuit, Isabelle se rendait dans la cour arrière. Elle transportait un seau d'eau et une bouteille de produits nettoyants, puis arrosait le sol autour du hangar. Ensuite, elle y entrait brièvement avec une clé, allumait la lumière, puis ressortait, le visage toujours aussi calme. Un des agents murmura dans sa radio, « Capitaine, c'est vraiment bizarre. Si ce n'est qu'un hangar à aliments, pourquoi le nettoie-t-elle avec autant de zèle en pleine nuit ?» Dubois répondit fermement, « Notez chaque détail. Ne vous approchez pas encore. Il nous faut le bon moment. » La troisième nuit, les soupçons de Dubois trouvèrent un nouvel appui. Il était près de 23 heures lorsque sa radio grésilla. « Capitaine. La lumière du hangar est allumée. » La voix de l'agent était tendue. De loin, il voyait l'ombre d'Isabelle entrer seule dans le hangar. Elle portait un imperméable sombre, alors qu'il ne pleuvait pas. La porte en fer fut fermée à clé. Un instant plus tard, un bruit de moteur étouffé se fit entendre, suivi de lueurs provenant de la fente de ventilation. Une demi-heure passa, la lumière s'éteignit. Isabelle sortit d'un pas tranquille. Son visage restait sans expression, comme si ce qui venait de se passer n'était qu'une routine. Le rapport détaillé arriva sur le bureau de Dubois avant l'aube. Il lut chaque note, le cœur battant. Ce hangar. Que faisait-elle là-dedans en pleine nuit? Dubois s'adossa, fixant le plafond. Tous les indices convergeaient vers un point unique. Léo n'avait jamais quitté la maison de son plein gré. Et ce hangar, derrière la ferme, n'était pas seulement un endroit pour un broyeur d'aliments. C'est là, il en était convaincu, que se trouvait le secret qu'Isabelle tentait désespérément de dissimuler. Le 5e jour après la disparition de Léo, l'ambiance au poste de la gendarmerie de Sarlat était de plus en plus tendue. Les rapports de l'équipe cyber, des professeurs et des amis de Léo commençaient à dessiner un portrait cohérent. Tous les témoins s'accordaient à dire que Léo n'était pas le genre d'adolescent à fuguer sans raison. Ses notes étaient bonnes, ses relations amicales harmonieuses, et il avait le grand rêve de poursuivre ses études à l'étranger. L'expert en cybercriminalité présenta de nouvelles données. « Capitaine, le dernier appel de Léo a été enregistré à 21 heures, un court appel à Hugo. Après ça, plus rien.
Le signal de son téléphone a été détecté jusqu'à 22 heures dans un rayon de 500 mètres autour de sa maison, puis il s'est éteint complètement. Dubois écoutait, le front plissé. Ce fait confirmait que Léo n'avait jamais vraiment quitté la maison. Il avait disparu à proximité de son propre domicile. L'expert ajouta une information surprenante. Nous avons trouvé une note brève dans son application Mémo, sauvegardée automatiquement sur le cloud juste avant que son téléphone ne s'éteigne. Dubois lut immédiatement le texte à l'écran. Je me sens piégé. S'il m'arrive quelque chose, cherchez la réponse dans cette maison. La pièce devint silencieuse. Ces mots résonnaient comme la dernière voix de Léo, laissant un indice pour ne pas disparaître sans laisser de traces. Dubois ferma les yeux un instant, puis dit à voix basse, « Léo, nous avons entendu ton message. Nous allons retourner dans cette maison, et cette fois, pas les mains vides. » Pendant ce temps, l'équipe de surveillance postée près du manoir des Blanchard envoya un rapport différent. Un des agents rapporta par radio, « Capitaine, la cible est sortie en voiture personnelle, pas pour aller au marché. Nous la suivons. » La voiture d'Isabelle s'arrêta devant un café moderne du centre-ville de Sarlat. De loin, on la vit s'asseoir dans un coin avec un homme en costume élégant. L'agent réussit à prendre une photo à distance. Le soir, la photo parvint à Dubois. En l'agrandissant, le visage de l'homme était clairement visible. Dubois le reconnut. C'était Maître Lefebvre, un avocat réputé de la région, spécialisé dans les affaires de succession. La rencontre dura près de 2 heures. Isabelle semblait parler sérieusement, prenant parfois des notes, tandis que Lefebvre expliquait longuement. En se séparant, Isabelle glissa un fin dossier dans son sac à main. Le rapport complet fut analysé au poste cette nuit-là. Dubois se tenait devant un grand tableau blanc. Il y colla les photos d'Isabelle et de Lefebvre, les reliant par un trait rouge. Son beau-fils a disparu, mais elle rencontre un avocat spécialiste des successions. Que prépare-t-elle ? Dit Dubois d'un ton grave. L'expert en cybercriminalité ajouta, si le statut de Léo peut être légalement déclaré comme « disparu », alors la voie de la succession s'ouvre en grand pour elle. Cette rencontre n'a clairement rien à voir avec la recherche d'un enfant. Dubois hocha lentement la tête. Mais il était conscient que tout cela n'était encore que des suppositions. Sans preuve matérielle, il ne pourrait jamais coincer Isabelle. Les jours suivants, d'autres rapports arrivèrent. La nuit, Isabelle était surprise en train de nettoyer le sol autour du petit hangar avec de l'eau et des produits de nettoyage. Elle avait toujours la clé, entrait brièvement, puis ressortait. Tous ses mouvements étaient notés en détail. Les voisins commençaient aussi à murmurer. Madame Rucchia, une herboriste dont la boutique se trouvait près de la route d'accès, raconta à un agent infiltré, « C'est étrange, n'est-ce pas ? Son beau-fils disparaît, mais Madame Fournier ne pose jamais de questions aux gens du coin. Elle dit juste qu'il est parti loin. Ça me donne la chair de poule. » Ce petit témoignage renforçait le tableau que Dubois dressait. Isabelle essayait de paraître normale, mais c'est précisément ce calme qui éveillait les soupçons. La 7e nuit depuis la disparition de Léo, l'équipe se réunit de nouveau. Sur le tableau blanc, la photo d'Isabelle était reliée au nom de Lefebvre et à un grand point d'interrogation au-dessus du mot « hangar arrière ». Les faits étaient clairs. Dubois fit le point, Léo a été vu pour la dernière fois entrant dans la maison à 21 heures. Le signal de son téléphone a disparu 1 heure plus tard, toujours près de la maison. Après, plus aucune trace. Pendant ce temps, Isabelle rencontre un avocat et entre secrètement dans le hangar la nuit. Tout est lié. Les membres de l'équipe le regardaient sérieusement. Mais Dubois leur rappela, pour passer à l'étape suivante, il nous faut une faille. Un témoin oculaire ou une nouvelle découverte. D'ici là, ne baissez pas votre garde. Dehors, une fine pluie recommença à tomber, mouillant la route de campagne. De la fenêtre du poste, Dubois regardait l'obscurité en direction du grand manoir. Il savait que le temps jouait contre lui. Isabelle n'était pas une femme ordinaire. Si elle cachait vraiment un sombre secret, chaque jour qui passait rendait les traces plus difficiles à trouver. En son fort intérieur, il murmura, « Léo, sois patient. Nous attendons. Et quand le moment viendra, aucune porte ne pourra retenir la vérité. » Le 8e jour au matin, l'ambiance au poste de la gendarmerie de Sarlat était différente. Un homme d'âge moyen, vêtu de vêtements usés, était assis nerveusement dans la salle d'attente. Il serrait un vieux chapeau entre ses mains, les yeux baissés, comme s'il hésitait à parler. Dubois, qui sortait d'une réunion, le remarqua immédiatement. « Qui est-ce » demanda-t-il à l'adjudant de service. « Il s'appelle Pierre Morin, capitaine. Un ancien ouvrier de la famille Blanchard. Il dit qu'il veut vous parler en personne, » répondit l'adjudant.
Dubois hocha la tête. Faites-le entrer. Asseyez-vous, monsieur. Faites comme chez vous. Qu'est-ce qui vous amène? Pierre Morin prit une profonde inspiration, puis sa voix rauque s'éleva. Je ne peux plus me taire, capitaine. La nuit où le jeune Léo a disparu, j'ai vu quelque chose. Au début, je n'osais rien dire. Mais ma conscience me tourmente. J'ai peur que ce secret soit enterré avec lui. Dubois se pencha en avant, son regard intense. Racontez-moi tout ce que vous avez vu. Nous vous protégerons. Pierre Morin baissa la tête, puis commença son récit. Cette nuit-là, je suis retourné au jardin vers 23 heures. J'avais oublié ma serpe. En passant près du hangar, j'ai été surpris de voir la lumière allumée. D'habitude, le hangar est toujours fermé à clé dès la fin de journée. Qu'avez-vous vu? Demanda doucement Dubois. Je me suis caché derrière un arbre. Par la fente de la fenêtre, j'ai clairement vu Madame Fournier à l'intérieur. Elle portait un imperméable en plastique. Elle avait des gants. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai entendu le bruit du broyeur d'aliments rugir en pleine nuit. Elle versait de l'eau et frottait l'intérieur de la machine. Son visage était tendu. Capitaine, ça m'a donné des frissons. Dubois le fixa intensément. Vous êtes certain que c'était Madame Fournier? J'ai travaillé là-bas pendant des années. Je connais sa silhouette par cœur. Ce n'est pas possible de se tromper. C'était bien elle dans le hangar cette nuit-là. J'ai eu si peur que je suis parti en courant, dit Pierre Morin à voix basse. La pièce devint soudainement silencieuse. Cette nouvelle pièce s'emboîtait parfaitement dans le puzzle que Dubois et son équipe assemblaient depuis une semaine. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt? Demanda prudemment Dubois. Pierre Morin soupira. J'avais peur, capitaine. Madame Fournier est une femme dure. Si je parlais, je risquais de perdre mon travail. Mais il y a quelques jours, elle m'a convoqué. Elle m'a dit que j'étais vieux et lent, et elle m'a renvoyé avec un mois de salaire. J'ai eu l'impression qu'elle voulait se débarrasser de moi pour que je ne parle pas. Dubois se leva, fit quelques pas, puis regarda le grand tableau blanc sur le mur. Les photos d'Isabelle, le nom de l'avocat Lefebvre et les mots « hangar arrière » y étaient déjà épinglés. Il y ajouta une nouvelle note au feutre rouge, « Témoin, Pierre Morin ». Il se retourna vers son équipe. C'est ce que nous attendions. Un témoignage direct qui confirme toutes nos suspicions. La nuit de la disparition de Léo, Isabelle était dans le hangar, à allumer une grosse machine, à nettoyer quelque chose. Et le lendemain, elle s'est empressée de renvoyer la seule personne qui l'a vue. Un membre de l'équipe cyber ajouta, avec ce témoignage, nous avons un motif solide pour demander un mandat de perquisition. Dubois hocha la tête fermement. C'est exact. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons savoir ce qui est réellement caché dans ce hangar. Il se tourna ensuite vers Pierre Morin. Merci pour votre courage. Ne vous inquiétez pas, nous assurerons votre sécurité. Votre témoignage est crucial pour la vérité. Pierre Morin baissa la tête, les yeux brillants. Léo était un bon garçon, capitaine. Il me saluait tous les matins. Je ne supporterai pas que sa trace disparaisse comme ça. Dubois lui tapota l'épaule. Croyez-moi, la vérité va bientôt éclater. Le soir même, Dubois prépara un dossier complet. Il assembla toutes les pièces. Les données numériques, les témoignages des professeurs et des amis, le comportement froid d'Isabelle, sa rencontre avec l'avocat, ses activités suspectes au hangar, et maintenant le témoignage de l'ancien ouvrier. Quand le dossier fut terminé, il regarda l'horloge. Le ciel dehors commençait à rougir, une fine bruine tombait à nouveau. Dubois ferma le dossier épais avec une conviction renouvelée. Demain, nous demandons le mandat de perquisition. Quand la porte de ce hangar s'ouvrira, tous les secrets seront révélés. L'équipe acquiesça d'un même mouvement. Il savait qu'une étape décisive allait être franchie. Cette nuit-là, Dubois relut la courte note de Léo sur son écran d'ordinateur. Il ne la lisait plus à voix haute, il en ressentait le sens au plus profond de son cœur. « Sois tranquille, gamin, » murmura-t-il. « Nous sommes tout prêts. Ton secret sera bientôt résolu. » Ce matin-là, l'air de Sarlat portait encore l'odeur de la terre humide après la pluie de la nuit. Dans son bureau à la gendarmerie, le capitaine Julien Dubois était assis, le visage déterminé. Devant lui, un dossier épais contenait le fruit du travail acharné de son équipe pendant plus d'une semaine. Les témoignages, les données numériques, la chronologie de la disparition de Léo, et le récit de Pierre Morin constituaient la dernière pièce de ce long puzzle. Dubois ferma lentement le dossier, puis regarda ses hommes avec une voix assurée. Aujourd'hui, on passe à l'action.
Plus de raisons d'attendre. Les preuves sont suffisantes, nous demandons le mandat de perquisition. Vers midi, il se rendit au parquet de Périgueux. Le bureau était froid et silencieux, rythmé seulement par le tic-tac d'une horloge. Un procureur expérimenté prit le dossier des mains de Dubois. Il le feuilleta page par page, fronçant parfois les sourcils. Il s'arrêta longuement sur la déposition de Pierre Morin concernant le hangar. Puis il referma le dossier et regarda Dubois. Après un court silence, il hocha la tête. Argumentation claire, preuve solide. Au nom de la loi, j'accorde le mandat. Une signature fut apposée. Un cachet rouge humide s'imprima sur le papier. Dubois reçut le document, le cœur battant. Il savait que ce n'était pas un simple morceau de papier. C'était la clé qui ouvrirait la porte de la vérité. En fin d'après-midi, la cour de la gendarmerie était remplie du bruit des moteurs. Les membres de la section de recherche se préparaient, enfilant leurs gilets pare-balles. L'équipe de la police technique et scientifique préparait ses mallettes d'équipements spécialisés. Dubois se tenait devant eux. Sa voix était forte, nous allons perquisitionner la propriété d'Isabelle Fournier ce soir. N'oubliez pas, notre mission n'est pas seulement de trouver des preuves, mais aussi une réponse à la disparition d'un enfant. Soyez méticuleux, le moindre détail peut être crucial. Ces hommes répondirent d'une seule voix, « Reçu, mon capitaine ». Le convoi de véhicules s'ébranla à la tombée de la nuit. La route de campagne, habituellement calme, résonnait du bruit des moteurs. Les habitants regardaient par leurs fenêtres, se demandant ce qui se passait. Le grand manoir des Blanchards paraissait majestueux mais glacial lorsque le convoi s'arrêta dans sa cour. Isabelle se tenait sur le perron, vêtue d'une simple robe d'intérieur. Son visage montra une brève surprise en voyant des dizaines de gendarmes descendre des véhicules, mais elle se força rapidement à esquisser un mince sourire. Dubois s'avança, présentant le document officiel. « Madame Fournier, voici un mandat de perquisition délivré par le procureur. Nous allons inspecter toute la maison et les bâtiments de cette propriété. » Le visage d'Isabelle pâlit, même si elle s'efforçait de rester calme. « Faites, capitaine. Ma maison est ouverte, je n'ai rien à cacher. » Ces mots se voulaient accueillants, mais Dubois y lut autre chose. Une anxiété dissimulée derrière ce sourire forcé. La perquisition commença par le salon, puis se poursuivit dans les chambres, la cuisine, jusqu'au cellier. Tout semblait en ordre. Presque trop en ordre. L'équipe prenait des notes et des photos, mais ne trouvait rien de suspect. Finalement, ils arrivèrent dans la cour arrière. Au fond du terrain se trouvait un hangar à la peinture écaillée, avec une grande porte en fer verrouillée. Dubois se tourna vers Isabelle. « Ouvrez ce hangar, s'il vous plaît. » La femme hésita un instant avant de sortir une clé de sa poche. Ce n'est que le hangar pour les aliments des canards. Il n'y a rien de spécial, dit-elle, sa voix plus faible qu'auparavant. Dès que la porte en fer grinça en s'ouvrant, un air humide mêlé à une odeur âcre s'en échappa. Le sol semblait mouillé, comme s'il venait d'être lavé. L'équipe scientifique se mit immédiatement au travail. Ils enfilèrent des gants, des masques, puis allumèrent une lampe à ultraviolet. La lumière violette balaya les murs et le sol. Lentement, des taches apparurent, des lignes fines, des éclaboussures dans un coin, et même sur le plafond près du grand broyeur qui trônait au milieu de la pièce. « Capitaine, il y a une fluorescence à plusieurs endroits. Probablement des traces de liquide biologique, rapporta un des techniciens. Dubois s'approcha, son regard perçant. Prélever des échantillons, documenter tout clairement. Le broyeur semblait trop propre pour un outil utilisé quotidiennement. L'équipe démonta prudemment certaines parties. Dans une petite fissure difficile d'accès, ils trouvèrent une tache sombre et collante. Un écouvillon stérile fut frotté dessus, puis placé dans un tube à essai. 2 autres agents ouvrirent la grille d'évacuation derrière la machine. Une odeur pestilentielle s'en dégagea immédiatement. Coincés dans la grille, ils trouvèrent quelques cheveux noirs. Cette découverte fit taire tout le monde dans la pièce. Chacun savait que ce petit indice pouvait être la clé de toute l'affaire. Dubois prit une longue inspiration, puis dit d'une voix ferme, « C'est suffisant. Les preuves sont claires. Scellez ce hangar. » Isabelle se tenait sur le seuil. Son visage était maintenant complètement livide. Ses mains serraient un petit sac qu'elle portait. Son corps tremblait légèrement. Elle tenta de parler. « Ce ne sont que des restes d'aliments avariés, capitaine. Ne vous méprenez pas. » Dubois la fixa longuement, puis dit d'un ton neutre, « Vous donnerez vos explications au commissariat. Ce soir, vous venez avec nous. »
2 femmes gendarmes s'avancèrent pour escorter Isabelle avec fermeté mais respect. Elle marcha d'un pas lourd, sans résistance. Comme si tout le masque de sérénité qu'elle avait porté s'était brisé avec l'ouverture de la porte du hangar. Dehors, les villageois s'étaient rassemblés, chuchotant avec anxiété. Ils virent Isabelle être conduite dans une voiture de gendarmerie. Certains secouaient la tête, d'autres murmuraient, enfin, le secret est révélé. Dubois resta sous la bruine, regardant le grand manoir maintenant ceinturé de rubans jaunes de la gendarmerie. Il savait que cette perquisition n'était qu'un début. Les preuves étaient rassemblées. Mais la réponse complète à ce qui était vraiment arrivé à Léo attendait encore d'être révélée. Cette nuit-là, la salle d'interrogatoire de la gendarmerie de Sarlat semblait froide et silencieuse. La lumière blanche du plafond éclairait une longue table en bois qui séparait les enquêteurs d'Isabelle Fournier. Elle était assise, calme, vêtue de vêtements simples fournis par les agents. Malgré son visage pâle, son regard restait vif, comme si elle défiait quiconque tenterait de percer ses secrets. En face d'elle, le capitaine Dubois ouvrit un épais dossier rempli de photos et de notes. 2 autres enquêteurs l'assistaient, prêts à transcrire chaque mot. Dubois commença d'une voix basse mais ferme. « Madame Fournier, nous avons inspecté le hangar derrière votre maison. Il y a de nombreuses anomalies. Un sol humide, des murs avec des taches suspectes, un conduit d'évacuation contenant des cheveux. Qu'avez-vous à nous expliquer ?» Isabelle se redressa. Sa voix était douce, presque celle d'une maîtresse d'école. « Ce hangar, je le nettoie souvent. Je n'aime pas la saleté. Les cheveux pourraient appartenir à un ouvrier. C'est courant. » Dubois observa son visage. L'expression d'Isabelle ne s'y est pas. Il poursuivit, « Pourtant, selon un témoin, le hangar est toujours verrouillé après la journée de travail. La nuit de la disparition de Léo, vous y étiez jusqu'à tard. Pourquoi ?» Isabelle marqua une pause, puis esquissa un léger sourire. « J'avais du mal à dormir, alors je me suis occupée du hangar. Est-ce un crime pour une propriétaire de travailler au milieu de la nuit ?» La réponse semblait préparée. Dubois sortit une photo prise par l'équipe scientifique. « Voici les tâches que nous avons trouvées. Une première analyse montre des motifs de projection typiques de liquide biologique. Difficile de croire qu'il ne s'agisse que de produits nettoyants. » Isabelle jeta un coup d'œil rapide et haussa les épaules. « Je ne m'y connais pas en sciences de laboratoire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai utilisé un détergent. Si votre équipe interprète cela différemment, c'est peut-être l'effet des produits chimiques. » Un jeune enquêteur, assis à côté de Dubois, perdit patience. « Madame, nous parlons d'un enfant disparu. Vous êtes sa belle-mère. Ne devriez-vous pas être la plus inquiète ?» Isabelle se tourna vers lui, son sourire fin mais rigide. « Je suis inquiète, bien sûr. Mais tout le monde n'exprime pas sa peine de la même manière. Je choisis de rester calme, cela ne veut pas dire que je suis indifférente. » Dubois fit signe à son collègue de se taire. Il se rapprocha d'Isabelle. « Parlons de votre relation avec Léo. De nombreux témoins affirment que vous ne vous entendiez pas bien. Léo voulait étudier à l'étranger, vous avez refusé. Il y a eu une dispute la nuit avant sa disparition. Est-ce exact ?» Cette fois, la pause fut plus longue. Les mains d'Isabelle se crispèrent sur le bord de sa chemise. Bien que son visage tentât de rester impassible, elle répondit, « Léo était un garçon têtu. Il demandait des choses que je jugeais excessives. Je voulais simplement qu'il se concentre sur ses études ici. Ce n'était pas une grande dispute. Juste une réprimande. » Dubois capta ce petit détail. Le mouvement incontrôlé de ses mains, le silence trop long. Il sentit que le bouclier qu'elle avait érigé commençait à se fissurer. Il changea d'approche, sa voix se faisant plus douce. « Élever un adolescent est difficile, surtout quand ce n'est pas votre propre enfant. Mais honnêtement, beaucoup de gens trouvaient que vous étiez trop restrictive. Léo se sentait comme en prison. En étiez-vous consciente ?» Le regard d'Isabelle devint acéré. Un éclair de colère qu'elle dissimula rapidement. « C'est l'opinion des autres. Je faisais simplement ce que je pensais être juste. » La pièce redevint silencieuse. Le tic-tac de l'horloge remplissait un silence pesant. Dubois s'adossa, ferma le dossier et décida de s'arrêter là pour le moment. Sans les résultats officiels du laboratoire, il était inutile de la pousser davantage. « Bien, Madame Fournier. Vos réponses ont été notées. Mais sachez que l'enquête ne s'arrête pas là. Les preuves ne mentent pas. Nous nous reverrons. » Isabelle hocha brièvement la tête. 2 femmes gendarmes entrèrent pour la raccompagner. Ses pas étaient lents, son visage toujours froid. Cependant,
Dubois remarqua que son regard n'était plus aussi assuré. Une inquiétude s'y était glissée, malgré ses efforts pour la cacher. Une fois la porte fermée, le jeune enquêteur qui s'était emporté murmura « Capitaine, cette femme est incroyablement rusée. Toutes ses réponses semblent avoir été préparées. » Dubois fixa la table en bois, ses doigts tapotant doucement. C'est vrai, elle est douée pour se contenir. Mais aucun mensonge ne dure éternellement. Attendons les résultats du laboratoire. Ce sera le marteau qui brisera son bouclier. La nuit s'avançait. Dubois quitta la salle d'interrogatoire, l'esprit rempli de stratégie. Il ne regarda plus le ciel comme les nuits précédentes. Ses pas le menèrent directement à la salle de l'équipe d'enquête. Là, le grand tableau blanc, couvert de photos et de notes, l'attendait. Il fixa le visage de Léo, épinglé au centre, et murmura en son fort intérieur « Tiens bon, gamin. La vérité éclatera bientôt. » 2 jours après la perquisition, une enveloppe épaisse scellée de rouge arriva sur le bureau du capitaine Dubois. À l'extérieur, il était écrit « Résultat d'examen du laboratoire DE Police Scientifique ». Dubois l'ouvrit avec précaution. Il examina chaque page avec attention. Les preuves qu'ils avaient recueillies parlaient enfin clairement. Les taches sur les murs du hangar étaient positives au sang humain, avec un ADN identique à celui de Léo Martin. Les cheveux trouvés dans le conduit d'évacuation correspondaient également à l'échantillon prélevé sur la brosse de Léo. Tous les éléments convergeaient vers une seule conclusion, Léo n'avait jamais quitté la maison. Il avait été blessé là-bas. Dubois referma le dossier, prenant une longue inspiration. Il savait qu'il tenait l'arme ultime pour briser la défense d'Isabelle. Le soir même, l'équipe d'enquête se réunit devant le tableau blanc. Dubois y afficha les photos des preuves et un résumé des résultats du laboratoire. Chers collègues, voici la réponse. Ce soir, nous interrogeons à nouveau Isabelle. Cette fois, elle n'aura aucune marge de manœuvre pour mentir. Toutes les têtes hochèrent. Leurs visages étaient tendus. À la tombée de la nuit, Isabelle fut de nouveau assise sur la chaise d'interrogatoire. Elle s'efforçait de paraître calme, mais ses yeux cernés trahissaient son manque de sommeil. Dubois ne perdit pas de temps. Il ouvrit le rapport du laboratoire et le poussa vers elle. « Madame Fournier, les taches dans le hangar ne sont pas du détergent. C'est du sang humain. L'ADN correspond à celui de Léo. Les cheveux dans le conduit d'évacuation sont aussi les siens. Expliquez-nous. » Isabelle fixa longuement le document, puis esquissa un mince sourire. « Les résultats de laboratoire peuvent être erronés, les échantillons peuvent être échangés. J'ai le droit de demander une contre-expertise. » Dubois se pencha en avant, sa voix basse mais perçante. « Madame, ce n'est pas un test ordinaire. Le laboratoire de criminalistique n'échange pas d'échantillons. Ce résultat est final, et vous savez très bien ce que cela signifie. Léo n'a pas simplement disparu. Il a été blessé à l'intérieur de votre maison. » Isabelle soupira, cherchant une échappatoire. Même s'il y avait du sang, il a pu se blesser légèrement. C'est un garçon souvent maladroit. Les cheveux peuvent tomber. Peut-être qu'il jouait près du hangar. Dubois la fixa intensément. S'il s'agissait d'une petite blessure, pourquoi les taches sont-elles projetées jusqu'au plafond? Ce type de projection ne peut se produire qu'en cas de forte pression, pas une simple égratignure. Et les cheveux retrouvés n'étaient pas seuls, ils étaient mêlés à de fins tissus coincés dans le filtre de la machine. Appelez-vous cela aussi une coïncidence? Le silence s'installa. Isabelle bougea les lèvres, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, son visage n'affichait plus cette confiance inébranlable. Dubois adoucit légèrement son ton. « Madame Fournier, je n'ai pas besoin d'une histoire alambiquée. Avouer ne ramènera pas Léo, mais cela lui rendra justice, ainsi qu'à sa famille et à votre propre conscience. » Isabelle baissa la tête, puis la releva, la voix rauque. « Je ne peux pas parler sans mon avocat. Je veux que maître Lefebvre soit présent. » Dubois hocha lentement la tête. « Très bien. Votre avocat a le droit d'être là. Mais n'oubliez pas, ces preuves ne peuvent être effacées par personne. » L'interrogatoire de cette nuit-là fut suspendu. Isabelle n'avait toujours pas avoué. Mais les murs de sa défense commençaient clairement à se fissurer. Son regard fuyait chaque fois que la photo de Léo était montrée. Ses lèvres tremblaient chaque fois que Dubois prononçait le mot « sang ». Quand Isabelle fut raccompagnée, Dubois ne resta pas seul. Il rejoignit immédiatement son équipe. « Demain, nous la presserons à nouveau. Sa défense est fragile. Une dernière poussée et tout s'effondrera. » Les enquêteurs acquiescèrent.
Il savait que le moment des aveux approchait. La nuit s'avançait. Dubois était assis seul dans son bureau, fixant le visage de Léo sur le tableau. Cet adolescent n'était plus qu'une photo, mais sa voix semblait encore résonner à travers son dernier message. Cherchez la réponse dans cette maison. Dubois serra le poing. Sois tranquille, gamin. Nous avons trouvé ta trace, et bientôt, la vérité éclatera. Le lendemain matin, la salle d'interrogatoire fut de nouveau préparée. Les photos des preuves médico-légales étaient toujours affichées au mur, complétées par des schémas détaillés sur les projections de sang. Une chaise vide attendait de l'autre côté de la table. Le capitaine Dubois était assis, calme, le regard fixé sur la porte. Il savait que cette journée pouvait être un tournant. Peu après 9 heures, la porte s'ouvrit. 2 agents firent entrer Isabelle. Sa démarche était lourde, ses cheveux en désordre. Son visage était livide, cerné de noir. Elle s'assit lentement, joignant ses doigts sur ses genoux comme pour se raccrocher à quelque chose. Dubois ne commença pas par des paroles fortes. Il choisit le silence. 5 secondes, 10 secondes. Seul le bruit de l'horloge se faisait entendre. Un silence oppressant, comme un poids immense. Puis, il parla d'une voix douce. Madame Fournier. Toutes les issues sont fermées. L'ADN du sang, les cheveux, les motifs de projection. Tout converge vers un seul fait. Il ne reste qu'une seule question, que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Isabelle baissa la tête, ses doigts traçant des lignes invisibles sur la table. Elle resta longtemps silencieuse, puis sa voix se brisa. Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. La pièce devint subitement silencieuse. Les enquêteurs échangèrent un regard, mais restèrent immobiles. Dubois se pencha légèrement, lui laissant l'espace pour parler. Racontez-moi. Isabelle prit une longue inspiration. Cette nuit-là, nous nous sommes disputés. Il a dit qu'il voulait partir étudier à l'étranger. Je me suis mise en colère. J'ai eu l'impression qu'il cherchait juste une excuse pour quitter la maison. Pour me quitter. Il a dit qu'il préférait vivre dans la rue plutôt qu'avec moi. Les yeux d'Isabelle s'emplirent de larmes. Je me suis sentie méprisée. Comparée à sa mère décédée. J'ai perdu le contrôle. Je l'ai giflé. Il est tombé. Sa tête a heurté la table. Du sang a coulé. J'ai paniqué. Je pensais qu'il était juste évanoui, mais il ne se réveillait pas. Les larmes d'Isabelle tombèrent sur la table. Sa voix tremblait. J'ai eu peur. Terriblement peur. Si les gens l'apprenaient, je perdrais tout. La maison, l'entreprise, ma réputation. Je voulais juste survivre. Dubois marqua une longue pause, la laissant pleurer. Puis, il reprit d'un ton doux mais ferme. Madame Fournier, la panique est compréhensible. Mais ce qui ne l'est pas, c'est pourquoi vous avez nettoyé le hangar, effacé les traces, caché les preuves. Ce n'était pas de la panique, c'était une décision consciente. Pourquoi avoir choisi cette voie? Isabelle fixa le mur d'un regard vide. Sa voix était un murmure. Parce que je savais que dès que Léo aurait 18 ans, tout lui reviendrait. Je n'aurais plus rien. Et quand il m'a dit qu'il me détestait, j'ai senti que ma vie était finie. Je voulais juste conserver ce que j'avais. Les enquêteurs notaient rapidement chaque mot. Bien que partiel, ses aveux étaient une preuve cruciale. Isabelle reconnaissait la dispute, la gifle et sa peur de perdre son héritage. Dubois insista d'une voix plus profonde. Madame, survivre ne signifie pas détruire la vie de quelqu'un d'autre. Léo était un enfant que vous deviez protéger. Vous ne pouvez pas couper la vérité en deux. Tôt ou tard, tout finit par sortir. Isabelle cacha son visage dans ses mains. Ses pleurs étaient maintenant silencieux, seules ses épaules se soulevaient. Elle ne répondit plus. L'interrogatoire dura près de 2 heures. Chaque fois que Dubois mentionnait le hangar ou le broyeur, Isabelle refusait de parler davantage. Elle disait seulement qu'elle ne supportait pas de s'en souvenir. Mais cette attitude renforçait la conviction de l'équipe qu'elle cachait encore le détail le plus sombre. Finalement, Dubois ferma lentement le dossier. Il se tourna vers son équipe et donna ses instructions. Demain, nous ferons venir le témoin, l'ouvrier. Laissons Isabelle entendre la voix de celui qui l'a vu de ses propres yeux. Sa défense est en ruine. Une dernière poussée et elle ne pourra plus tenir. Isabelle fut raccompagnée hors de la salle sans un regard en arrière. Les enquêteurs fixèrent Dubois avec une nouvelle détermination. Ils savaient que la vérité n'était plus qu'à un pas. Cette nuit-là, Dubois se tenait devant le grand tableau dans la salle de l'équipe. Le visage de Léo était au centre, entouré de photos, de preuves et de notes.
Dubois fixa longtemps la photo, puis murmura en son fort intérieur, « Sois patient, gamin. Demain, ce secret éclatera. » Le jour tant attendu arriva enfin. Conformément au plan, l'équipe d'enquêteurs fit venir le témoin clé, Pierre Morin, l'ancien ouvrier de la famille. L'homme d'âge mûr était assis à quelques mètres d'Isabelle Fournier dans la salle d'interrogatoire. Lorsque leurs regards se croisèrent, Isabelle baissa précipitamment les yeux. Son visage était livide, ses doigts crispés sur ses genoux. Le capitaine Dubois ouvrit l'interrogatoire d'une voix ferme. « Madame Fournier, hier, vous avez seulement avoué avoir giflé Léo. Mais monsieur Morin a vu plus que cela. Tard dans la nuit, vous étiez dans le hangar. Vous avez allumé la machine, porté un imperméable et nettoyé quelque chose. Comment expliquez-vous cela ?» Isabelle était agitée. Sa respiration était rapide. Elle secoua la tête, mais Dubois insista d'un ton tranchant. « Les preuves médico-légales sont irréfutables. Le témoin est là. Il n'y a pas d'autre issue que de dire la vérité. » Un silence pesant emplit la pièce. Pierre Morin regarda Isabelle avec une expression de déception, comme un père regardant son enfant égaré. Finalement, Isabelle ferma les yeux. Une voix rauque s'échappa de ses lèvres. « Cette nuit-là. Après l'avoir giflé, il est tombé. Sa tête a heurté la table. J'ai essayé de le réveiller, mais il ne bougeait pas. Son corps était froid. J'ai compris. Qu'il était parti. » Elle s'arrêta un instant, ses mains agrippant le bord de sa chaise. Ses larmes recommencèrent à couler. « J'ai eu peur. J'ai imaginé la prison. J'ai imaginé tout le monde me pointer du doigt. J'ai senti que ma vie allait être détruite. Alors, je l'ai traîné jusqu'au hangar. Je n'avais qu'une idée en tête, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuve. » Sa voix se brisa, son corps tremblait. J'ai allumé la machine. J'ai essayé de tout faire disparaître. Ensuite, j'ai lavé le sol avec de l'eau et du détergent. J'ai changé les sacs d'aliments. J'ai jeté tout ce qui pouvait servir de preuve. Je pensais qu'ainsi, tout s'effacerait. Isabelle baissa la tête, ses larmes tombant à grosses gouttes. J'ai eu tort. Tout ça à cause de la peur de perdre. Peur de perdre la maison, l'entreprise, ma réputation. Chaque fois que je voyais Léo, je le percevais comme une menace qui allait me déloger. Cette nuit-là, j'ai perdu le contrôle. Dubois se pencha en avant. Sa voix était tranchante mais maîtrisée. « Madame Fournier, ce n'était pas juste de la panique. Vous n'avez pas seulement giflé. Vous avez élaboré un plan par la suite. Vous avez nettoyé, dissimulé, inventé une histoire de fugue. Ce n'était pas spontané. C'était un choix délibéré. » Isabelle resta silencieuse un long moment. Finalement, elle hocha lentement la tête. « Oui, je le reconnais. J'ai choisi cette voie. Et maintenant? Tout est trop tard. » La pièce était silencieuse. Les enquêteurs écrivaient frénétiquement chaque mot. Pierre Morin baissa la tête, le visage sombre. Dubois soupira longuement, puis fit un signe. Tous les présents savaient que ses aveux étaient la dernière pièce du puzzle. Les preuves médico-légales, le témoin oculaire, et maintenant les aveux. Tout était complet. Isabelle se leva faiblement lorsqu'on la raccompagna. Elle n'essayait plus de se battre ou de nier. Son visage était résigné, son regard vide, fixé sur le sol. Comme si le monde autour d'elle n'avait plus de sens. Dubois se leva et regarda son équipe. « Mes amis, notre travail n'est pas terminé. Nous allons monter le dossier d'accusation. Nous présenterons toutes les preuves au tribunal. Laissons la justice rendre son verdict. L'important, c'est que la vérité a été révélée. » Les enquêteurs acquiescèrent. Bien que leur cœur soit lourd d'entendre ces aveux, ils savaient que la justice avait maintenant une base solide. Cette nuit-là, Dubois retourna à son bureau. Il fixa le visage de Léo sur le tableau de notes. En son fort intérieur, il murmura « Sois en paix, gamin. » La vérité a enfin fait surface. Quelques mois après ces aveux complets, l'affaire Isabelle Fournier fut enfin portée devant la cour d'assises de la Dordogne. La salle d'audience était comble, des citoyens, des journalistes et des proches de la victime. Tous voulaient assister à la conclusion de cette sombre histoire qui avait hanté la région pendant des mois. Isabelle fut amenée, vêtue d'une tenue de détenue grise. Son visage était méconnaissable. Loin de la femme élégante et maîtresse d'elle-même, elle semblait épuisée, les yeux vides, la démarche lourde. Ni sourire, ni larmes, juste un silence résigné. Le président de la cour ouvrit la séance d'une voix solennelle.
L'avocat général exposa la longue chronologie des faits, la dispute de la dernière nuit, les preuves médico-légales trouvées dans le hangar, le témoignage de l'ancien ouvrier, et enfin les aveux d'Isabelle. Tout fut présenté de manière irréfutable. Isabelle écouta sans réagir. Par moments, elle baissait la tête, ses yeux se voilaient de larmes, mais elle n'essaya jamais de nier. Lorsque la cour lui donna la parole pour sa défense, elle dit simplement d'une voix faible « Je regrette, mais mes regrets ne suffiront jamais à ramener Léo. » Un silence s'installa dans la salle. Pas de cris, pas d'applaudissements, juste un long soupir collectif. Sur les bancs du public, Marcel et Élise Laurent se tenaient la main. Leurs visages étaient baignés de larmes. Non pas de satisfaction, mais parce que la blessure de la perte de leur petit-fils ne guérirait jamais. Mais au moins, la vérité avait été révélée, et leur petit-fils avait obtenu justice. Le président lut alors le verdict. Isabelle Fournier fut reconnue coupable d'assassinat, avec la circonstance aggravante de la dissimulation de preuves. La peine de réclusion criminelle à perpétuité fut prononcée. La phrase résonna dans la salle. Isabelle resta immobile. Son visage ne montrait plus aucune résistance. Comme si toute son énergie avait disparu. Il ne restait qu'un corps fragile et résigné. À l'extérieur du tribunal, les journalistes entourèrent Marcel Laurent. D'une voix rauque, il déclara « Nous sommes vieux. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'aucune autre famille ne vive ce que nous avons vécu. Ne laissez pas l'argent rendre le cœur des hommes aveugles. » Ces mots touchèrent beaucoup de gens. Car derrière cette affaire, la société voyait à quel point l'être humain est fragile face à la peur et à la cupidité. Une femme, d'apparence douce, pouvait se transformer en un être cruel simplement par peur de perdre ses biens et son statut. Pour le capitaine Dubois et son équipe, cette affaire laissa une leçon profonde. Il n'y a pas de crime parfait. Aussi intelligemment que l'auteur tente de dissimuler ses actes, la vérité trouvera toujours un chemin pour émerger. Que ce soit à travers un petit indice, un témoin oculaire, ou des aveux finalement arrachés par le poids de la conscience. Quelques semaines après le verdict, le grand manoir des Blanchard fut vendu. Marcel et Élise choisirent de vivre simplement dans une petite maison en périphérie de la ville. Une partie de l'argent de la vente fut donnée à un orphelinat, en mémoire de leur petit-fils qui n'avait pas eu le temps de réaliser ses rêves. L'histoire d'Isabelle et de Léo devint un sombre avertissement pour la communauté. Une histoire sur la façon dont la cupidité et la peur peuvent conduire un être humain sur un chemin inimaginable, détruisant non seulement la vie des autres, mais aussi la sienne. Et tandis que le soleil se couchait sur les collines verdoyantes du Périgord, il semblait que la nature elle-même reprenait